Salut à tous, amis investisseurs, amis investisseuses. Bienvenue sur la chaîne des investisseurs qui passent à l'action. C'est Amarache, entrepreneur, investisseur en bourse crypto et immobilier. Donc, sur cette nouvelle vidéo, on va faire un point sur le Bitcoin. On va essayer de comprendre pourquoi il a chuté en faisant un point macro et un point micro. On va parler des raisons mondiales, générales, et puis on va essayer de se pencher plus sur les problèmes intrinsèques qui se passent dans la crypto pour que le Bitcoin descend et continue de descendre. Donc, ça va être plutôt technique, on va rentrer plus dans le détail. Donc, je vous invite au préalable à vous abonner, à liker et à commenter. Je vous dis à tout de suite après le jingle. Go! Donc, le Bitcoin chute et chute encore. Il a perdu 70% de sa valeur depuis son plus haut historique qui était à peu près 69 000 $. Ça remonte à il y a 7-8 mois. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Bon, bien évidemment, la première chute, on y reviendra un peu plus tard, c'est lié au Terra Luna et à l'explosion de Terra Luna. On en a parlé beaucoup sur Internet, etc. Donc je ne ferai pas un point, sauf si vous me dites en commentaire que vous voulez que je fasse une vidéo sur le Terra Luna. Mais hormis ça, on va éviter. Donc, on est passé d'un excès de liquidité à une raréfaction, mot difficile, de cette même liquidité. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on a eu le Covid. Pendant le Covid, les banques centrales, donc c'est celles qui contrôlent, on va dire, les banques nationales, donc qui contrôlent l'argent en Europe, la Banque Centrale Européenne, la Fed aux États-Unis, etc., ont imprimé beaucoup d'argent. Ils ont lancé les imprimantes à fond, ça tournait jour et nuit, ils ont imprimé beaucoup d'argent et ils ont baissé les taux. Tout ça pour aider l'économie à tourner, pour que les entreprises ne coulent pas, pour que nous, Français, on puisse rester chez nous et être payés, par exemple. Bon, moi, je suis à mon compte, mais voilà, tous les salariés ont subi, ce qui était sûrement nécessaire et ce qui était sûrement une bonne chose. Donc, tout le monde en a profité. Ça a fait augmenter toutes les valeurs, toutes les valorisations. Les cryptos ont tout augmenté, les bourses ont toutes augmenté, presque toutes les valeurs d'entreprise ont augmenté. Quel est le résultat de tout ça? C'est l'inflation. Alors il faut savoir que les banques centrales essaient toujours d'avoir un petit peu d'inflation pour faire grossir l'économie mondiale, mais ils n'y arrivent jamais vraiment en fait. Et là, ça a fonctionné, mais le problème c'est que ça allait trop haut. Donc là, l'inflation monte trop haut, ce qui influe sur le pouvoir d'achat, entre autres et surtout des ménages. Le problème c'est que tout augmente, alors ça... Si vous avez fait vos courses cette semaine, vous l'avez remarqué, il n'y a pas besoin de rentrer dans le détail, on le remarque tous. C'est assez effrayant par moment de se rendre compte de la hausse des prix. Mais en parallèle, les salaires n'ont pas ou peu augmenté. Donc, ça crée des tensions, ça risque de créer des manifestations, voire des émeutes dans certains pays qui vont être en grosse difficulté. Donc les États doivent réagir. Comment ils réagissent? Deux points, c'est simple. Ils stoppent l'excès de liquidité. Ils ont coupé la planche à billets. Ils ne créent plus d'argent. C'est fini, stop. Et puis, ils augmentent les taux pour essayer de faire baisser le taux d'inflation. Et c'est assez flippant. Par exemple, les États-Unis ont quasiment passé de 0 à 3,5%. C'est assez effrayant. Donc les États, en fait, quand ils empruntent de l'argent pour pouvoir continuer de tourner au niveau des banques centrales, au lieu de l'avoir à 0, et là ils l'ont à 3,5 aux États-Unis. Il faut savoir qu'en France, c'est pareil, ça a augmenté. Que j'entendais d'ailleurs ce matin, j'avais le rappel de ce chiffre. 1% de taux en plus, c'est 40 milliards d'intérêts sur le long terme pour l'État français. Donc dès qu'on se prend un petit pourcent, on va devoir rembourser 40 milliards en plus. C'est juste effrayant. Donc, conséquences pour les investisseurs, les gros investisseurs, les banques, les institutionnels, etc. Du coup, au départ, ces investisseurs avaient beaucoup d'argent.
beaucoup de liquidités à investir. Donc, il se permettait de l'investir sur les actifs risqués. Et quel actif est plus risqué que la crypto? Aucun. Donc, le Bitcoin qui est toujours qualifié comme un actif très risqué, donc tellement il y avait de liquidité, il pouvait se permettre d'investir sur cet actif. Maintenant qu'ils n'ont plus d'argent, j'exagère, mais je veux que ce soit bien compris par le plus grand nombre, maintenant qu'ils n'ont plus d'argent, eh bien, ils retirent pour beaucoup leur argent des actifs dits risqués pour les mettre dans des actifs moins risqués, hein, vraiment plus sécures. Et puis c'est assez facile maintenant, hein, ne serait-ce que sur les obligations d'État. Donc c'est les institutionnels qui vont prêter de l'argent à la France, à l'Allemagne, aux États-Unis, avec un taux en retour. Il y a pas si longtemps, l'Allemagne s'était mis des taux négatifs, c'est-à-dire que les institutionnels prêtaient de l'argent et ne récupéraient pas tout. Mais ils en étaient contents. Maintenant, ils vont pouvoir avoir, par exemple aux États-Unis, sur les bonds américains, ils vont avoir 3,5%. Donc, pourquoi prendre le risque dans cette période d'aller sur de la crypto-monnaie? Donc, ils ont retiré beaucoup d'argent aussi sur les actifs risqués, donc à savoir sur le Bitcoin. À plus long terme, c'est encore plus risqué. Parce que l'inflation, si elle n'est pas maîtrisée, on passe après en récession. Et la récession, ça veut dire que l'économie va tourner au ralenti. Il n'y aura plus d'argent pour faire tourner les entreprises. Il n'y aura plus d'investissement qui va s'en suivre. On aura beaucoup moins d'argent à investir. Donc pour les investisseurs, les gros institutionnels, les règles ont réellement changé. C'est ce qui fait que le Bitcoin continue de descendre, hein. Donc la première des choses qui a fait descendre le Bitcoin quasiment à 30 000, c'était Terra Luna et l'explosion, tout ce qui en est suivi à ce moment-là. La deuxième chose, c'est ce que je viens de vous expliquer. Maintenant pour les particuliers, qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qu'il s'est passé pour les particuliers? Globalement, c'est la même chose. Pendant le Covid, on était confinés chez nous. Je crois qu'en France, on a eu un excédent d'économie, d'argent mis de côté par les particuliers à hauteur de 200 milliards d'euros. C'est incroyable. Donc les gens avaient de l'argent et avaient du temps. Donc ils étaient devant chez l'ordinateur et puis ils voyaient le Bitcoin monter sans cesse, etc. Donc ils ont investi aussi beaucoup sur le Bitcoin, sur les cryptos en général, mais sur le Bitcoin en particulier. Maintenant, les personnes ont envie de consommer, donc ils retournent aux centres commerciaux, ils vont au resto quasiment tous les soirs, pas pour tous bien sûr, ils veulent partir en voyage, là cet été tout est full partout, tout le monde part dans tous les sens, donc ils n'ont plus d'argent eux aussi à mettre dans les actifs risqués, dans le Bitcoin. Et puis vu l'inflation, ils ont même peur et ils ne vont pas prendre ce risque-là. Donc forcément, le Bitcoin est impacté, même très impacté. Et donc ça, c'est pour la partie macro. Et maintenant, plus dans le détail, ce qui impacte de l'intérieur, on va dire dans les news directes, on a l'affaire Terra Luna, hein, qui a fait chuter le Bitcoin jusqu'à 30 000. On a l'Ethereum, qui doit passer d'un système de Proof of Work à un système de Proof of Stake. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo sur ça. Je vous mets le lien de la vidéo pour comprendre la blockchain sur lequel je parle un petit peu de ces modes de sécurisation des blockchains. Et ce changement important qui est annoncé depuis de nombreux temps, qui était annoncé en phase très rapprochée, vient d'être de nouveau décalé. À chaque fois, il est décalé, redécalé, redécalé. Donc ça crée aussi de la tension qui fait chuter les cryptos et qui fait chuter le Bitcoin. Et le troisième point, dont on ne parle peu, mais qui est probablement l'un des plus importants pour expliquer cette chute du Bitcoin, c'est la finance décentralisée, la fameuse DeFi, DEFI, comme vous trouvez, et les margin calls. Bon, pour expliquer de manière simple, de toute façon, encore une fois, tout ce que je dis ici n'engage que moi, ne prenez pas ça comme analyse, n'utilisez pas mes conseils pour investir, et puis je ne suis pas économiste, donc mes connaissances restent limitées. Donc, les margin calls. En gros, sur la fameuse DeFi, on a des plateformes sur lesquelles on peut emprunter de l'argent. On ne connaît pas la personne à qui on emprunte. Par exemple, vous avez 5 bitcoins qui valent, donc avec 20 000, ça nous fait 100 000. Vous mettez en caution ces 5 bitcoins sur la plateforme et vous prenez, on va dire, vous empruntez 80 000 euros par exemple. Pas de souci, vous faites ce que vous avez à faire, vous la remboursez, il y a un taux. Le problème, c'est quoi? C'est que si le bitcoin descend,
il descend, on va dire, à 18, 19 000. Bon, là, vous êtes encore bon. Mais s'il descend à 10 000, en termes de valorisation, ils ne valent plus que 50 000. Vous avez emprunté 80 000. Donc, qu'est-ce qu'ont fait les plateformes de DeFi, de financement décentralisé? Eh bien, elles ont mis ce qu'on appelle des ventes automatiques pour sécuriser. Parce que la personne qui a prêté, lui, il veut être sécurisé à 100% de récupérer ses bitcoins, ou du moins son argent, c'est pas forcément sur bitcoin. Et donc, ils ont fait ces ventes automatiques pour garantir le remboursement du prêteur. Et ça a causé beaucoup de pertes. En Asie, tout particulièrement, ils ont utilisé beaucoup ce margin call pour emprunter. Et donc, soit on a l'argent pour réinvestir et garder son prêt, soit ils nous soldent les bitcoins qu'on a mis. Donc, il y en a beaucoup qui ont été soldés de cette manière, et ce qui a fait chuter le bitcoin. Donc, ça peut aller après. Voilà. Maintenant, la vraie question, c'est jusqu'à où ça peut descendre. Très honnêtement, personne ne peut y répondre, c'est impossible à savoir. Ce qu'on voit, c'est que les grosses boîtes dans la crypto-monnaie, qui eux ont une vision long terme, on voit qu'elles sont plutôt en mode économie, on voit qu'elles commencent à remercier des employés, etc. C'est-à-dire que pour eux, leur vision à long terme, elle n'est pas super optimiste. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, je vous mets le lien sur mon portefeuille crypto sur lequel je fais un petit peu d'analyse et j'explique ce que j'achète ou pas. Voilà, mon avis personnel, c'est qu'on est plutôt baissier avec des sursauts, mais qu'on sera quand même plutôt baissier jusqu'au prochain halving qui devrait avoir lieu en avril 2024 de mémoire. Voilà. Après, ça peut aller très vite dans les deux sens, hein. Ça peut monter très haut, redescendre très bas. Mais voilà, ça n'implique que moi. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez déjà, ce que vous pensez de cette analyse, ce que vous pouvez rajouter sur cette analyse complète mais assez succincte quand même et surtout accessible. Voilà, ça peut aller très vite, hein. Rappelez-vous, en 2020 on était descendu jusqu'à 4000, c'est fou maintenant qu'on y repense, et puis en un an et demi on est monté à 69 000 $. Donc ça reste un actif jeune, on n'a pas des décennies de recul comme la bourse pour pouvoir faire des projections. Donc dites-moi en commentaire si ce genre de vidéo plus technique, plus poussée vous plaît, et si vous souhaitez que j'en fasse plus. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la clochette pour aider cette chaîne, et je vous dis à très vite. Ciao!